Bien, bonjour. On va démarrer. Donc, ravi, Laurent, au nom de Valtus, de vous accueillir en vous remerciant d'avoir accepté notre invitation pour nous faire part, en tant que chef de projet au sein du Shift Project, de votre regard d'expert sur la planification écologique et ses incidences concrètes pour les territoires, les entreprises et leurs dirigeants. Laurent, vous êtes ingénieur agronome. Vous avez dirigé plusieurs réseaux nationaux de collectivités et d'ONG françaises, parmi lesquels F3E, qui regroupe pas moins de 85 ONG. Vous avez également fondé, il y a près de 15 ans, Eureka 21, cabinet de conseil dédié à la valorisation et au transfert d'expériences européennes en matière de développement territorial durable. Votre parcours vous a amené aussi régulièrement sur le continent africain, que vous connaissez bien. Enfin, vous avez rejoint il y a 2 ans le think tank The Shift Project, co-créé par Jean-Marc Jancovici en qualité d'expert sur la résilience des territoires. En dernier lieu, vous venez de publier en mars 2022 aux éditions Yves Michel Vers la résilience des territoires pour tenir le cap de la transition écologique. En mai dernier, le magazine Challenge titrait en première page « Climat, nous allons changer de vie » en annonçant que le temps des sacrifices était venu. Le président de la République sacralise quant à lui la planification écologique en confiant la responsabilité à sa première ministre. Vous allez partager avec nous des constats qui font, si j'ose dire, froid dans le dos, tant ils sont incandescents. Nous ne pouvons plus résolument faire la politique de l'autruche et spéculer qu'il revient aux autres, excepté à nous-mêmes, de faire des efforts drastiques et ayant un impact incontestable sur les modes de vie et de travail. L'adaptation est indispensable, allez-vous nous dire, pour gérer l'inévitable, tout comme la stratégie de l'atténuation pour parer à l'ingérable. Jean-Marc Jancovici insistait récemment sur l'urgence de changer de logiciel en donnant la priorité au climat sur l'économie. Cela exige indubitablement un courage politique certain, alors que la préoccupation relative au pouvoir d'achat tient le haut de la rampe. Dans ce cadre, Laurent, j'aurais envie de vous demander, fin de mois ou fin du monde, sont-elles réconciliables ? La parole est à vous. Alors, je vais juste insister parce que le but, c'est de faire un webinaire très interactif. Donc, surtout, n'hésitez pas tout au long de l'intervention de Laurent à poser des questions. J'aurai le plaisir d'en prendre connaissance et de les adresser à Laurent. Voilà, le but est vraiment d'avoir une interaction avec vous qui nous faites le plaisir d'être des nôtres ce matin. Bien, mais merci beaucoup Yves Maigret, merci à Valtus de votre invitation. Donc comme vous l'avez évoqué dans votre présentation, moi mon domaine d'expertise c'est les territoires et plus particulièrement les collectivités, mais je pars du principe qu'un certain nombre de constats et que je vais partager avec vous aujourd'hui concernent directement les entreprises dans lesquelles vous travaillez, tant elles sont des actrices essentielles des territoires. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'échanger avec vous évidemment un peu sur le Shift Project, mais surtout essayer d'illustrer à quel point les enjeux climat-énergie sont déterminants et sont en train de bouleverser complètement et de transformer les territoires, l'économie et donc les entreprises de ce pays. J'évoquerai aussi rapidement cette notion de résilience et à quel point être résilient face à ces enjeux-là, c'est d'abord et avant tout être capable de se transformer. Dans un deuxième temps, j'évoquerai un travail
qu'a mené le Shift, un travail important pour justement planifier, faire une proposition de planification de la décarbonation de l'économie française. Certains d'entre vous en ont sûrement entendu parler. Et puis, je finirai par quelques messages, quelques propositions autour du rôle des dirigeants en général et des managers de transition en particulier. Alors, peut-être commencer par un mot sur le Shift. Le Shift Project, c'est un groupe de réflexion, un think tank en bon français, dont l'objet est précisément la décarbonation de l'économie. Notre mission, c'est de produire des analyses et des propositions et ensuite, évidemment, d'influencer le débat, de nourrir et d'alimenter le débat autour de ces propositions. On est une association d'intérêt général également. Pourquoi s'intéresser à la décarbonation de l'économie? On parle souvent au Shift de double contrainte carbone. La première, vous la connaissez, c'est évidemment l'engagement que la France a pris, que la communauté internationale a pris de réduire massivement ses émissions de gaz à effet de serre pour des raisons climatiques, tout simplement pour essayer de réduire les épreuves, les crises climatiques que la science, de toute façon, nous annonce pour les dizaines d'années qui viennent. Et la deuxième bonne raison, elle est liée au fait que l'énergie, en particulier les énergies fossiles, sont des ressources finies et dont l'approvisionnement, de toute façon, est amené à se contracter et à se réduire de gré ou de force dans le temps. Le Shift a beaucoup travaillé notamment sur l'approvisionnement en pétrole et on pourra y revenir. L'approvisionnement de l'Europe en pétrole, tel qu'il est prévu aujourd'hui, tel qu'il est fourni aujourd'hui, est menacé dans la décennie 2030 pour des raisons physiques, des raisons tout simplement de réduction de la capacité de production de nos fournisseurs. Donc, c'est une deuxième bonne raison de sortir des énergies fossiles. Alors, le Shift produit énormément de rapports, tous disponibles sur son site internet, que je vous encourage évidemment à consulter. Certains ont fait des succès de librairie. Je pense notamment à celui au centre qui résume le plan de transformation de l'économie française. J'en dirai deux mots tout à l'heure. Je suis sûr que certains d'entre vous l'ont entre les mains. Et puis, vous avez à droite le bouquin qu'on vient de sortir sur plus particulièrement la résilience des territoires. Alors, on est évidemment très actif sur les médias, auprès de la presse. Je n'insiste pas. Nos travaux sont régulièrement repris et notamment au moment de la campagne présidentielle et législative, on a été assez présents. Nos principaux programmes de travail, outre cette transformation de l'économie française, cette décarbonation de l'économie française, portent sur l'intégration des enjeux climat-énergie dans l'enseignement supérieur. On travaille notamment vers les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce. Il y a le programme dont je m'occupe sur la résilience des territoires qui documente la façon dont sur les territoires on s'empare plus ou moins bien de ces enjeux climat-énergie et dont on engage la transformation énergétique, écologique. Et puis on a d'autres travaux, j'évoquais ceux sur justement la production de pétrole, l'approvisionnement en pétrole et en gaz de l'Europe, ou d'autres approches plus sectorielles. Le Shift Project, c'est une association. Comme toutes les associations, elle a son conseil d'administration et son bureau, présidé par son fondateur bien connu, Jean-Marc Jancovici, son équipe salariée, tout un réseau de chefs de projet et d'experts qui gravitent autour d'elle. Et également, une autre association, certains confondent parfois le Shift et les shifters, une association de bénévoles. Autant, j'y reviendrai, le Shift Project est une association composée d'entreprises, dont les membres sont des entreprises, autant les shifters sont une association sœur composée de bénévoles. Ils sont plus de 18 000 actuellement, ils sont un peu partout en France, et il y a forcément des shifters dans vos entreprises, que vous le sachiez ou non. Donc, c'est un puissant réseau de diffusion de nos travaux et d'initiatives aussi, parce que les shifters ont leurs propres initiatives. Alors, qui finance le Shift? J'évoquais le fait que le membership du Shift, ce sont d'abord des entreprises, et uniquement des entreprises qui, par leur cotisation, contribuent évidemment au fonctionnement de l'association. Et ensuite, en fonction des projets, on va avoir des partenaires privés ou publics
Par exemple, moi, le travail que je mène sur la résilience des territoires est soutenu de façon spécifique par certaines entreprises privées ou par certains partenaires publics comme le ministère, l'ADEME ou la Banque des territoires. Voilà, alors rentrons un peu dans le vif du sujet. De quoi il est question? Il est question de résoudre cette équation particulièrement d'actualité en ce moment, de la sortie des énergies fossiles et de notre extrême dépendance aux énergies fossiles. Vous savez, notre société repose sur une consommation croissante d'énergie. Depuis la révolution industrielle, on a cessé de consommer de plus en plus d'énergie et cette énergie est très majoritairement d'origine fossile. Ce que j'appelle fossile, c'est charbon, gaz, pétrole. À l'échelle mondiale, c'est plus de 80% de l'énergie consommée qui est fossile. Mais il faut savoir qu'à l'échelle française, dont on dit qu'on est un pays décarboné, en fait, plus de 60% de l'énergie consommée est fossile, parce qu'on parle beaucoup d'électricité, mais la mobilité, par exemple, c'est à 95, plus de 95% du pétrole. Donc, la France est un pays dont la consommation d'énergie est très majoritairement carbonée. Et on sait également que cette consommation d'énergie fossile produit des émissions de gaz à effet de serre, CO2 ou équivalent, et que ces émissions de gaz à effet de serre mettent en péril le climat, mettent en péril notre société. Je n'y reviens pas. Donc, cette émission de gaz à effet de serre et ce réchauffement climatique, c'est des lois physiques. On ne peut pas agir. Par contre, on peut et on doit agir sur notre consommation d'énergie et en particulier aussi sur la composition de cette énergie. Tout ça, vous le savez. Autre point un peu de rappel, j'évoquais la double contrainte carbone. C'est important, c'est d'avoir bien en tête qu'il y a non seulement la nécessité de réduire le dérèglement climatique. Je ne reviens pas sur les rapports du GIEC et sur tout ce que la science nous informe sur les effets et l'évolution, quoi qu'il arrive, dans les années qui viennent de ce dérèglement climatique et les conséquences internationales et nationales que cela va avoir. Mais il faut savoir que la fragilité sur l'approvisionnement en énergie fossile, et on pourrait même élargir sur l'approvisionnement en matériaux, on le voit aujourd'hui avec un peu la désorganisation complète de la mondialisation qui fait qu'il y a énormément de matériaux aujourd'hui dont la disponibilité est remise en question, soit en raison de leurs limites physiques, des réserves physiques, c'est le cas par exemple sur certains métaux, ou que ce soit pour des raisons géopolitiques ou des raisons de chaînes d'approvisionnement tellement lointaines qu'elles sont très sensibles à ces perturbations géopolitiques, par exemple. Le deuxième élément très important à retenir, c'est que quand bien même on voudrait substituer toute notre consommation d'énergie fossile par des énergies peu carbonées, on n'y arriverait pas. Tous les travaux scientifiques sur la neutralité carbone, vous savez, c'est cet engagement que la France a pris en 2015 au moment de la COP21 d'annuler ses émissions nettes à l'horizon 2050. Ça veut dire de réduire très très fortement nos émissions de gaz à effet de serre et de faire que les émissions résiduelles en 2050 soient captées par les puits de carbone, eh bien, on n'y arrivera pas sans une réduction très très importante de notre consommation d'énergie. C'est ce qu'on appelle souvent la sobriété. La sobriété n'est pas une option. Il ne faut pas confondre la sobriété avec l'efficacité énergétique. J'aurai sûrement l'occasion d'y revenir. Mais en tout cas, on n'a pas d'autre choix que de réduire très fortement notre consommation d'énergie, qu'elle soit carbonée ou même décarbonée. C'est un point important. Et enfin, le dernier point sur cette diapositive, c'est le caractère désormais instable et définitivement instable du monde dans lequel on est entré. Ce monde était caractérisé par un climat stable et par une abondance, ou en tout cas un sentiment d'abondance dans l'accès aux ressources énergétiques fossiles ou des ressources en général dont on avait besoin pour notre économie. Ce monde-là est terminé, il a vécu. Désormais, le monde est définitivement instable, le climat est instable et les vulnérabilités et l'instabilité est désormais la règle en matière d'approvisionnement, que ce soit en ressources énergétiques ou en d'autres types de ressources. Donc, il y a nécessité de s'adapter à ce monde-là et on va y revenir. Dernier point, un peu de rappel,
les ordres de grandeur. Les ordres de grandeur de la réduction drastique de nos gaz à effet de serre, c'est environ 5% par an. Alors 5% par an, ça ne parle pas, mais c'est l'équivalent de l'année 2020, de l'année Covid. Donc on est vraiment dans un effort énorme, dans une vraie économie de guerre. On est en train de parler de ça avec la nécessité de s'affranchir des énergies fossiles, gaz, pétrole russe pour l'hiver prochain. Eh bien, on est bien dans ce registre-là. Vouloir atteindre les objectifs que la France est engagée devant la communauté internationale à l'horizon 2050, c'est réduire d'au moins 5% par an nos émissions. Et plus évidemment on tarde à le faire, et plus la réduction sera brutale et douloureuse. Alors, je poursuis avec on l'a compris, on a deux enjeux importants. Yves Maigret l'a évoqué. On a un enjeu de sevrage des énergies fossiles. On est vraiment addict à ces énergies-là. Je pense que je n'ai pas besoin d'y revenir. On n'a pas cessé dans l'histoire de consommer toujours plus de ces énergies fossiles. Elles sont partout dans notre économie. Il n'y a pas une activité économique qui ne soit pas dépendante de ces énergies-là. Donc, il faut absolument se sevrer, il faut absolument réduire notre consommation et parallèlement nous adapter à des dérèglements climatiques qui sont très concrets, qui ne concernent pas que le sud, les pays du Sud, qui on a vécu cette année, encore récemment, des vagues de chaleur. On continue de subir des sécheresses, des intempéries qui créent énormément de dommages agricoles ou autres. Bref, on est dans ce monde-là, condamné à cette transformation. Plus qu'une atténuation, on pourrait parler de transformation et notamment de sevrage des énergies fossiles et d'adaptation au dérèglement climatique. Et il faut le faire d'urgence. Il faut le faire d'urgence, pourquoi? Parce que le budget carbone, c'est-à-dire la quantité d'émissions de gaz à effet de serre que l'on doit maximum émettre à l'horizon de la fin du siècle, eh bien, tel qu'on est parti, on va l'avoir atteinte dans une trentaine d'années, donc d'ici 2050. Donc, on voit bien qu'on a moins de 30 ans pour réaliser cette transformation, cette petite révolution de nos économies, de nos sociétés. Autre raison d'urgence, c'est que, je l'ai évoqué, la disponibilité même en énergie fossile et notamment en pétrole pour l'Europe est menacée d'ici une vingtaine d'années. En tout cas, elle va se contracter dans la décennie 2030. On a, semble-t-il, déjà atteint le pic pétrolier, donc on pourra là aussi y revenir. Donc là, une vingtaine d'années, c'est très très court, et c'est d'autant plus court que les 20-30 ans qui nous restent pour transformer doivent tenir compte de l'inertie de la transformation des systèmes. Transformer un parc automobile, transformer un mix énergétique, un tissu économique ou l'aménagement du territoire, l'urbanisme, ça prend des dizaines d'années, d'où l'absolue nécessité de démarrer immédiatement. Donc, on a ce double enjeu, cette double voie de transformation. Réduire notre vulnérabilité sur ce qui est déjà inévitable, gérer l'inévitable, et en même temps engager cette transformation, cette atténuation qui va nous éviter l'ingérable, c'est-à-dire des aléas climatiques, des aléas énergétiques que l'on ne pourra pas maîtriser. Ce chemin de transformation, il est sous contrainte physique. Au Shift, on a une lecture physique de l'économie. C'est-à-dire qu'on commence par considérer les contraintes physiques, et on voit bien, je les ai en partie évoquées, que cette transformation, elle va au moins devoir respecter 3 contraintes physiques. La première, c'est évidemment la dépendance aux énergies fossiles. Il va falloir réduire au maximum cette dépendance, voire s'en affranchir. La deuxième contrainte physique, elle est par rapport à l'usage des sols. J'en ai pas parlé, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous savent à quel point aujourd'hui le modèle de développement économique par l'artificialisation des sols, pour ne prendre que cet exemple-là, est terminé. Des lois sont passées.
qui vont réduire très fortement la capacité d'artificialiser les sols naturels, agricoles et forestiers. Et donc, il va falloir, sans parler même de l'usage des sols, hein, qui est un sujet majeur, un sujet stratégique pour notre pays. Et puis la dernière contrainte physique, c'est la disponibilité des matériaux. J'ai évoqué les métaux rares, je pourrais évoquer d'autres matériaux indispensables pour notre économie. Et le seul chemin finalement pour naviguer dans cette zone de sûreté, c'est la réduction du recours à l'usage de ces ressources. Et donc, ça s'appelle la sobriété. La sobriété n'est plus un gros mot, mais c'est évidemment difficile à réaliser. La sobriété, ça veut dire ne pas confondre, je disais tout à l'heure, avec l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique renvoie à ce que la technologie va pouvoir nous apporter. Et le Shift a beaucoup travaillé là-dessus pour voir jusqu'où l'innovation technologique pouvait apporter une réponse à notre économie d'énergie. Mais je disais tout à l'heure, quels que soient les scénarios, on n'y arrivera pas sans un changement d'usage, un changement de mode de vie. La technologie est importante, mais elle ne suffira pas à nous sauver. Et donc, il va falloir réorganiser collectivement la société vers la sobriété. Ça veut dire des changements dans la mobilité, dans les habitudes de consommation. Pour faire simple, hein, l'efficacité technologique, c'est la voiture thermique versus la voiture électrique. On ne change pas d'usage. Et la sobriété, c'est de passer d'un usage de la voiture, par exemple, à un usage du vélo. Voilà pour illustrer. Alors, je poursuis en disant que on voit bien que cette transformation, cette bifurcation, on parle de plus en plus de bifurcation, de réorientation dans ce régime maintenant d'instabilité, elle est extrêmement risquée. Et ce n'est pas du tout une question environnementale ou technique comme parfois on la cantonne. Hein. Quand on parle climat-énergie, souvent on se retrouve dans des cases environnement, développement durable ou technique. On est sur des questions éminemment économiques, éminemment sociales, éminemment politiques. Économiques par l'ampleur de la transformation, de la disparition des emplois les plus carbonés d'un côté, de la création ou de la transformation des emplois nouveaux de l'autre, social à la fois par la dimension des emplois, mais aussi par la dimension de la prise en compte des inégalités. Depuis les Gilets jaunes, on sait qu'on est extrêmement inégaux par rapport à la fois à l'impact des dérèglements climatiques, mais aussi par rapport à l'impact des politiques au nom de la transition climatique ou de la transition écologique. Et donc, s'il n'y a pas un sentiment d'équité dans les efforts qui sont demandés aux différentes populations, aux différents territoires, ça va bloquer et la transition ne se fera pas. Et entre campagne et ville également. Absolument. Et ce sentiment d'équité, il est vraiment essentiel. Aujourd'hui, on a des inégalités très fortes, hein, des responsabilités très différentes entre les catégories de population ou entre les territoires dans les émissions. Et si on demande à ceux qui finalement émettent le moins et qui sont aujourd'hui les plus précaires de faire le plus d'efforts ou de supporter le plus l'impact des politiques de transition, hein, typiquement la dépendance à la voiture et pour une partie de la population en périphérie des grandes villes, eh bien, voilà, les Gilets jaunes ont montré que ça allait bloquer. C'est un sujet politique parce que nos modes de gouvernance sont absolument pas adaptés à gérer ce genre d'enjeux, hein, des enjeux qui sont systémiques, c'est-à-dire qui touchent absolument à tous les secteurs avec des interrelations, des interdépendances partout. Nous, on a une organisation en silo. Donc, on est dans un monde, on le voit, où il va y avoir de plus en plus de contraintes, des contraintes matérielles, des contraintes énergétiques, avec de moins en moins de ressources physiques, de moins en moins de ressources vivantes. Je n'ai pas évoqué l'effondrement de la biodiversité, des écosystèmes qui ont des impacts aussi très forts sur les territoires et sur la société. Donc, dans ce contexte-là, eh bien, il va falloir non seulement s'adapter, il va falloir faire face à des crises qui, de toute façon, sont inévitables, que l'on agisse ou pas.
évidemment, plus on agira et plus on arrivera à ce qu'elles soient réduites ou à les maîtriser. Et puis, il y a un enjeu, évidemment, à inventer un nouveau projet. Alors, pour un territoire, on dirait un nouveau projet de territoire. Pour une entreprise, un nouveau projet d'entreprise qui soit plus sobre et plus résilient. C'est là où j'en viens à cette notion de résilience appliquée au territoire, mais qu'on peut appliquer aux entreprises. Donc, on voit bien que cette notion de résilience, cette capacité à surmonter les épreuves, là, on ne va pas l'appliquer simplement pour anticiper, gérer les crises et revenir à la situation antérieure. Ça n'aurait pas de sens dans un monde où les contraintes ne font que s'aggraver. Être résilient pour un territoire, être résilient pour une entreprise, c'est être capable de se transformer, car on ne réduira la vulnérabilité sur le temps long que à travers cette transformation. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît très important. Il n'y a pas de résilience sans transformation dans un tel contexte. Je passe rapidement sur l'intérêt de cette notion de résilience qui permet de ramener des enjeux qui peuvent paraître très abstraits comme climat, énergie, résilience, à des enjeux très locaux, très concrets, qui touchent le bien-être, la sécurité, la viabilité des populations, des entreprises, et surtout qui amènent à des actions concrètes. Voilà ce que je voulais vous dire en premier point, un peu sur ces enjeux-là et sur à quel point ce monde-là de l'instabilité, de la décarbonation, de la sortie des énergies fossiles est déjà engagé. Hein, qu'on le veuille ou non, il est déjà là, il a déjà commencé. Et donc, au Shift Project, on a travaillé depuis 2 ans à peu près, depuis le Covid, sur la façon dont l'économie française pouvait précisément se décarboner et tenir ce rythme fou de 5% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par an dans différents secteurs. Alors, on n'a pas évidemment couvert tous les secteurs de l'économie française, mais quand même une bonne quinzaine. Et les principaux résultats ont été compilés dans notre best-seller actuel, qui est le plan de transformation de l'économie française, en bas à droite sur votre écran, disponible encore dans toutes les bonnes librairies. Alors, la façon dont on a travaillé, je disais qu'on avait une approche physique, c'est pas une estimation. Ce qu'on a fait, c'est pas des projections, c'est un plan volontariste avec comme contrainte d'avoir atteint la neutralité carbone du secteur à l'horizon 2050 et avec un rythme d'environ 5% par an, en tenant compte de cette vision physique de l'économie, c'est-à-dire la quantité de matière, la quantité d'énergie dont on a besoin, et le deuxième élément essentiel qui est évidemment le travail humain, les compétences dont on a besoin pour réussir cette transformation, cette transition énergétique, cette transition écologique. Alors là, je ne vais pas évidemment rentrer dans le détail, je vais juste évoquer un point sur les questions d'emploi, parce que toutes les enquêtes que l'on a faites montrent à quel point les citoyens sont d'abord préoccupés par l'impact que la transition écologique peut avoir sur leur emploi. Donc nous, on a étudié, au total, on a étudié environ l'équivalent de 45% des salariés, des secteurs qui couvrent à peu près 45% des salariés français, ça fait à peu près 11-12 millions. La plupart des secteurs, évidemment, ne vont pas forcément perdre ou gagner énormément d'emplois, on va surtout avoir une transformation. Là, on s'est concentré sur des secteurs clés qui sont mentionnés là, agriculture, alimentation, habitat et mobilité, qui couvrent à peu près 4 millions d'emplois et qui sont pour nous les secteurs qui vont le plus bouger, mais il y en a sûrement d'autres. Alors, sans surprise, tous les secteurs sont impactés, mais on a des secteurs qui vont voir disparaître des centaines de milliers d'emplois avec la décarbonation. C'est le cas, par exemple, de l'industrie automobile. Tandis que d'autres vont, pour se décarboner, devoir être capables de créer également des centaines de milliers d'emplois. Notre estimation, c'est que le solde global des secteurs que l'on a étudiés est positif. On a un solde positif d'environ 300 000 emplois, mais avec des variations énormes, c'est-à-dire qu'on va perdre 800 000 emplois d'un côté et gagner 1,1 million de l'autre sur les secteurs qu'on a étudiés. On voit que les secteurs
potentiellement les plus créateurs d'emplois, ce serait toute la filière vélo, relocaliser l'industrie vélo en France, par exemple, des secteurs comme la rénovation. Et le plus important, c'est par exemple le secteur agricole, agroalimentaire. Décarboner l'agriculture en France, c'est remettre des centaines de milliers de personnes dans les champs. On a estimé à 500 000 personnes à l'horizon 2050. Ça paraît énorme. C'est ni plus ni moins que la population agricole des années 90. Donc, effectivement, ça nous ramène une trentaine d'années en arrière, ce qui n'est pas non plus délirant. Voilà, vous avez d'autres informations. Évidemment, tous les éléments chiffrés figurent sur nos publications disponibles en ligne. On voit bien que certains secteurs vont devoir créer énormément d'emplois pour se décarboner, tandis que d'autres vont en voir disparaître. Donc la question, c'est évidemment d'accompagner, d'anticiper ces phénomènes-là. Donc le chiffre travaille avec les syndicats de salariés, les syndicats d'employeurs autour de ces questions-là. Pour l'instant, il y a assez peu de travaux de leur côté. Hein. Ils sont en train de prendre un peu conscience du sujet et des enjeux, mais il y a encore assez peu de choses qui sont faites là-dessus. La question, c'est évidemment de ne pas attendre des crises sociales liées à la disparition de tous ces emplois carbonés, mais au contraire d'anticiper les reconversions, d'anticiper les nouveaux métiers. Et de ne pas attendre que les crises soient là, comme par exemple la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine actuellement, ou d'autres crises climatiques pour réagir, ou d'attendre les réglementations. Hein. Les réglementations arrivent les unes après les autres et vont se faire de plus en plus fortes. Plus on va anticiper, plus on va gagner du temps, plus on va gagner aussi en compétitivité sur la concurrence de la transition écologique, énergétique, elle est là, elle est au niveau national, elle est au niveau international. Ceux qui attendront les crises ou ceux qui attendront l'arrivée des réglementations pour commencer à bouger auront pris forcément du retard. Je termine enfin ma présentation par quelques mots sur le rôle des dirigeants et notamment peut-être des managers de transition que je connais mal, mais c'est l'occasion de vous faire réagir. Évidemment que les dirigeants d'entreprise ont un rôle clé. Ils ont un rôle clé d'abord de compréhension de l'impact du sujet en général et de l'impact de leur activité économique, de la vulnérabilité de leur activité économique et de leur entreprise par rapport à ces questions-là. Ils ont un enjeu de se former. Sachez par exemple que nos recommandations adressées aux collectivités locales, c'est d'investir massivement dans la connaissance, dans la formation. On demande à ce que les collectivités investissent 1% de leur budget par an de fonctionnement dans cette connaissance appliquée à leur territoire. On pourrait imaginer quelque chose un peu du même type pour les entreprises. Vous réagirez. Former son COMEX, former ses actionnaires, former ses collaborateurs. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà réalisé le bilan carbone des entreprises. Encourager les collaborateurs qui souvent dans votre entreprise, certains sont déjà engagés, sont déjà motivés, mais peuvent se sentir isolés, à prendre des initiatives et évidemment bâtir une nouvelle stratégie, réinventer le projet d'entreprise à l'aune de ces contraintes sur les ressources, de ces contraintes sur les crises climatiques à venir et de ces contraintes aussi liées à l'évolution de la réglementation qui, là aussi, arrive et se développe à grands pas. Un enjeu important, évidemment, oui, il y a un autre rôle du dirigeant. Le dirigeant, il n'est pas simplement le patron de l'entreprise, il a aussi un rôle d'exemplarité, c'est un modèle social. Donc, ne pas négliger le rôle de modèle social du dirigeant par l'exemplarité, la sobriété dans ses comportements. Au niveau collectif, ça peut être dans les actions de l'entreprise, l'achat responsable, ça peut être la gestion du patrimoine, ça peut être voilà, ça peut être la mobilité des agents, des collaborateurs. Au niveau individuel, ça peut être aussi des comportements, hein, ne pas forcément partir en week-end par avion tout le temps, mais privilégier d'autres modes de transport. Voilà, il y a aussi un rôle, je répète, de modèle social qui me paraît important de la part du dirigeant. Et puis un dirigeant, c'est un acteur politique, c'est un acteur économique essentiel des territoires. Donc, il y a un enjeu à se rapprocher des autres entreprises du territoire pour créer des synergies. Il y a beaucoup d'exemples dans ce sens-là.
des clusters, voilà, de territoires d'industrie qui permettent de mutualiser beaucoup de ressources, et puis auprès des collectivités. Les collectivités sont aujourd'hui, on leur demande de bâtir des stratégies, des plans climat à moyen terme. Il est important que les dirigeants que vous êtes participent de près ou de loin à ces travaux. Ce sont des travaux qui ont une dimension prospective, qui engagent l'avenir des politiques publiques du territoire. Cela vous concerne, et c'est très important que vous puissiez être partie prenante. Je crois aussi, sans faire de pub, mais que le Shift Project organise, et notamment, je crois, avec la majeure partie des groupes du CAC 40 jusqu'à présent, des séminaires pour les sensibiliser et les faire pivoter sur l'appréhension de cette nouvelle donne. Absolument, on appelle ça le Shift Forum, qui est un séminaire annuel de 2 jours où on mobilise des membres de COMEX, hein, d'entreprises, de très grandes entreprises, qui vont se retrouver ensemble, hein, entre dirigeants, dirigeantes, autour de ces enjeux-là, et le Shift va animer ces travaux-là, ces réflexions-là, par un système d'ateliers et en général, j'ai déjà participé à ce genre de séminaire. Les dirigeants en ressortent plus motivés, d'abord en ayant une meilleure compréhension des enjeux, mais plus motivés que jamais pour transformer leur entreprise et leur business model. Alors, une question d'Hélène. Laurent, selon vous, n'est-il pas inéluctable de voir arriver des lois et réglementations qui limiteraient certaines consommations ou les surtaxeraient, électricité, voitures, personnelles? Je pense que le levier de la réglementation est un levier dont on ne pourra pas se passer. Ça a commencé. Hein, d'abord, il y a des engagements. On voit bien qu'au niveau européen, il ne va pas échapper que l'Union européenne vient de décider d'interdire la production de voitures thermiques à 2035. Donc ça, c'est concret, ça va se décliner dans toute l'Europe et ça va s'appliquer à tous les constructeurs. Il y aurait d'autres exemples comme ça qui vont pousser à la sobriété. J'évoquais l'occupation du sol. Il y a une loi qui s'appelle le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui se met en place actuellement et qui va empêcher les collectivités, comme elles l'ont toujours fait, de consommer des terres agricoles pour étendre leur zone d'activité économique. Donc, il va falloir accueillir le défi, ça met en panique d'ailleurs les élus, hein, beaucoup d'élus locaux, c'est comment je fais pour attirer des entreprises, les installer, sans artificialiser mes espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc, ça renvoie à la densification, à la valorisation des friches existantes. Enfin, voilà, c'est des sujets. Et ça passe par la réglementation. Voilà. Donc, il y a le levier, souvent on parle du levier du prix, de la taxation, mais il y a le levier de la réglementation qui était très puissant aussi, que beaucoup d'entreprises appellent de leur vœu, pour avoir échangé avec quelques dirigeants, dirigeantes, pour des raisons d'équité, hein, de compétition entre entreprises. Plus les règles du jeu sont claires et sont évidemment partagées par l'ensemble des acteurs, et plus c'est simple ensuite pour les dirigeants d'en tenir compte et de transformer et d'embarquer un peu tout leur secteur et leur entreprise dans la transformation. Donc oui, je pense que on n'est qu'au début d'une vague de réglementation de plus en plus forte. Et encore une fois, si vous pouvez anticiper, ceux qui anticiperont ces transformations qui prennent du temps, on ne change pas un business model comme ça du jour au lendemain, on ne transforme pas un secteur économique, une entreprise du jour au lendemain, auront clairement une longueur d'avance. Question de Bertrand, la décroissance, dit-il, est sans doute un terme cramé, entre guillemets, par l'usage de celui-ci par des obédiences politiques très clairement anticapitalistes. La sobriété est-elle ou est-il le nouveau terme de remplacement? Autrement dit, quelle différence entre sobriété et décroissance, sachant que sobriété implique de mieux produire, mais aussi de moins produire? C'est une question, évidemment. Vous avez 3 heures. J'ai 3 heures. Non, mais alors la décroissance, effectivement, est un mot très, très connoté, donc nous n'utilisons pas. Par contre, on peut, je pense, parler de décroissance matérielle, qui correspond effectivement à la sobriété. Quand on dit qu'il faut consommer moins d'énergie et moins de ressources, moins de matériaux, moins de ressources non renouvelables, on est dans une forme de décroissance matérielle.
Ça, c'est clairement, c'est la sobriété. Après, ramener ça à la croissance économique, au PIB, c'est encore autre chose, puisque ça dépend comment on compte. Donc ça, c'est la financiarisation des produits et des services. Mais il est clair que dans les années, les décennies qui viennent, de gré ou de force, il va falloir être plus sobre, donc il va falloir consommer moins. Et donc, qui dit consommer moins d'énergie et moins de matériaux, veut dire produire en volume moins d'objets, de machines et de services. Donc oui, ça c'est une réalité. Il y a une décroissance de ce point de vue-là. Et ça, je crois qu'il faut en avoir conscience. Et il faut de plus en plus, on voit des entreprises qui commencent à faire évoluer leur modèle économique. On parle d'économie de la fonctionnalité plutôt que simplement un modèle linéaire où on va produire des services et des biens pour ensuite les jeter. Donc, on va vendre plutôt le service que le bien. C'est une évolution possible en cours de certaines entreprises pour tenir compte justement de cette décroissance matérielle, de cette sobriété qui s'impose et qui va s'imposer de plus en plus aux acteurs économiques. Autre question de Frédéric, faire le bilan carbone de son entreprise, combien de temps ça prend, combien ça coûte, quelles sont les mesures prises en général? Si vous avez une réponse. Alors, je vais avoir du mal à vous répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a une offre de prestataires très large. C'est pas forcément simple de faire un bilan carbone de son entreprise, surtout si on veut ne pas se limiter à un champ très restreint de la production de l'entreprise, mais ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire regarder aussi les impacts indirects que l'on a en amont sur nos fournisseurs et en aval sur la distribution de ces produits et de ces services. Je pense que ça, voilà, je suis incapable de vous donner le budget. Je pense que vous pouvez faire quelque chose à l'économie pour quelques milliers d'euros, histoire de vous donner une idée des principaux postes d'émission, mais que si vous voulez évidemment affiner le propos, ça va coûter beaucoup plus cher. Mais de toute façon, c'est un passage obligé. Ça ne coûte pas non plus des centaines de milliers d'euros. Je pense que quelques dizaines de milliers d'euros doivent suffire pour pouvoir déjà pointer les principaux leviers sur lesquels l'entreprise doit prioriser, doit agir en priorité. Peut-être un dernier mot sur les managers de transition que je ne connais pas, pour peut-être essayer de valoriser, en tout cas moi l'image que j'ai des managers de transition, c'est des personnes qui ont cette expérience et cette expertise d'une certaine façon, de la gestion de crise. En tout cas, qui sont mobilisés dans une entreprise, souvent ou parfois quand l'entreprise a des difficultés. Et donc, arriver sur une entreprise comme ça, c'est une opportunité pour les managers de transition de raconter la crise autrement et de montrer comment, finalement, les difficultés que rencontre l'entreprise, elles sont dans un contexte plus large et donc de raccrocher l'urgence du moment à un temps plus long, à un contexte plus large et finalement de réinterroger, de ne pas juste vouloir corriger les difficultés ou réparer les difficultés que rencontre l'entreprise, mais peut-être de réinterroger l'ensemble du modèle de l'entreprise. Dans le même sens, c'est comment je profite d'une crise, qui peut être une crise très conjoncturelle, très liée à l'entreprise, pour la réorienter complètement. Je parlais beaucoup d'anticiper les transformations de certaines activités, les transformations notamment des emplois, des métiers de l'entreprise. Donc là, les DRH ont du pain sur la planche en termes de GPEC. Oui, mais pas que les DRH, puisque c'est tout le process de l'entreprise qui doit être questionné. À partir du moment où on est conscient de sa vulnérabilité, de sa dépendance à la fois aux énergies fossiles, mais plus largement à des chaînes d'approvisionnement. Le Covid l'a bien montré, il suffit que Shanghai soit fermé quelques semaines pour Covid pour que toute la mondialisation soit déstabilisée et qu'on ait des problèmes d'approvisionnement dans à peu près tous les secteurs. Donc, on le voit dans l'industrie lourde, l'industrie verrière, l'industrie telle que les cimenteries, etc., qui sont aussi particulièrement en questionnement sur alors on a des industries
comme les cimenteries, par exemple, qui sont très consommatrices d'énergie fossile et très émettrices de gaz à effet de serre. Donc, elles ont des efforts à faire sur le process elles-mêmes, et je crois qu'elles le font. Elles y travaillent en tout cas. Mais après, il y a des entreprises qui potentiellement produisent des biens et services qui ne sont pas spécialement émetteurs, mais qui, de par leur chaîne d'approvisionnement, sont extrêmement dépendantes de transports très lointains, de transports carbonés. Et donc, là, on parle de relocalisation. C'est le cas de l'industrie du vélo. On parlait de l'industrie du vélo, mais une grande partie des matières, enfin des composants viennent de Chine. Absolument. Aujourd'hui, nos vélos, aujourd'hui, l'Europe ne produit pas de vélos. Demain, le plan de transformation de l'économie française du shift propose qu'on relocalise la fabrication des vélos. On est très vélo électrique. L'essentiel des trajets aujourd'hui quotidiens peuvent se faire en vélo, surtout en vélo électrique, y compris d'ailleurs dans les zones périurbaines, voire certaines zones rurales. Donc, il y a un gros enjeu. On a même estimé que l'industrie, la filière vélo pouvait potentiellement rattraper, on va dire globalement, les 2/3 de ce que l'industrie automobile allait perdre. Alors évidemment, fabriquer une voiture ou fabriquer un vélo, c'est pas la même chose, mais on voit bien qu'il y a des enjeux aussi de valorisation de certaines activités, de certains secteurs économiques pour les rendre attractifs et attirer les envies de reconversion sur ces métiers-là. Il y a Bertrand qui vous interpelle en disant où en est la logique producteur-payeur-recycleur en France, en Europe, aux États-Unis, en Chine. Voilà. J'ai du mal à répondre à cette question. Producteur-payeur, oui. On voit bien que il y a plusieurs façons peut-être de voir cette question. Il y a la question de taxer, la question de la taxation, ça peut renvoyer à la question de la taxe carbone. Certains d'entre vous ont entendu parler de la taxe carbone aux frontières. L'Union européenne est en train d'essayer de mettre en place un système de taxation qui tiendrait compte de la façon dont les produits qui rentrent en Europe ont été produits. Notamment, vous savez que dès que vous avez du made in China entre les mains, c'est fabriqué avec du charbon. L'énergie pour le produire, c'est très probablement du charbon. Alors, c'est un système qui semble assez vertueux, mais qui pose énormément de questions, notamment parce qu'on a aussi des producteurs en Europe qui ont une énergie très carbonée, y compris une énergie électrique très carbonée, à base même de charbon et de gaz. Donc, comment on traite ces gens-là? Est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où on met des taxes aux frontières, on supprime les quotas d'émissions qui étaient distribués gratuitement à pas mal d'industries en France et en Europe? Voilà. Donc, c'est vraiment des sujets importants qui peuvent, du point de vue des experts, apporter vraiment et faire accélérer la décarbonation de l'économie, mais qui sont quand même assez délicats, mais qui, je pense, sont en train de se mettre en place progressivement aujourd'hui à l'échelle européenne. Donc ça, c'est plutôt, je pense, une bonne chose. Question de Franck. Il semble que les échanges informatiques et Internet soient très consommateurs d'énergie. Le Shift a-t-il un plan pour décarboner cette filière? Alors, les nouvelles techno, quoi. Alors, vous avez raison. Je ne sais pas qui est la personne qui a posé cette question, mais vous avez raison d'insister, Franck, sur le fait que le numérique, c'est une industrie, c'est un secteur matériel, contrairement à une idée peut-être où on s'imagine que… Et donc, qui dit numérique dit fabrication de terminaux, fabrication de data centers, fabrication de câbles sous-marins, etc., etc. Donc, l'essentiel, on va dire, du bilan carbone, si je parle comme ça, l'empreinte écologique, l'empreinte carbone du numérique, c'est la fabrication de ces terminaux, de ces réseaux, de ces data centers, etc. Donc, ça veut dire, pour répondre de façon très concrète, ça veut dire qu'il y a la consommation, bien sûr, qui est une part, et avec la 5G, la consommation exponentielle de données sur les réseaux va consommer toujours plus d'énergie. Mais il y a aussi tout simplement
la vitesse de renouvellement des matériels. Vous gardez un an de plus votre smartphone ou votre ordinateur, vous contribuerez plus largement à cette sobriété numérique en téléchargeant un peu moins Netflix ou vos vidéos favorites. Donc oui, il y a une dimension matérielle et on a pas mal travaillé dessus. Hein. J'invite Franck à regarder nos rapports sur la sobriété numérique, mais ça passe essentiellement par une sobriété à la fois dans le renouvellement et l'équipement des terminaux, des matériels, et puis évidemment quand même une sobriété dans les usages. On a beaucoup participé au débat sur la 5G. Voilà. La 5G qui est une nouvelle technologie qui permet un tuyau plus gros, qui permet d'envoyer beaucoup plus de données, qui permettra de connecter à peu près tout et n'importe quoi, sans forcément qu'il y ait eu de réflexion sur l'usage même de la 5G et à quoi on la réserve, justement pour maîtriser cette consommation d'énergie et ne pas laisser les choses s'emballer comme c'est trop souvent le cas, avec un effet rebond. Je n'ai pas évoqué le mot d'effet rebond. Certains d'entre vous l'ont déjà entendu. L'effet rebond, c'est le fait alors qu'on adopte une technologie, qui vise à, par exemple, économiser de l'énergie, c'est l'usage qui est fait de cette technologie fait qu'au final, ça va être contre-productif et on va se retrouver à consommer toujours plus d'énergie. L'effet rebond, voilà, on a réduit la consommation des moteurs de voitures, mais on a dans le même temps alourdi les voitures toujours plus puissantes, ce qui fait qu'au final, même si une voiture consomme à poids et dimension équivalente 2 fois ou 3 fois moins qu'il y a quelques dizaines d'années, aujourd'hui, la consommation des voitures est équivalente, voire supérieure à ce qu'elle était par le passé. Donc la France, question effectivement à l'heure où le gouvernement a annoncé son intention de nationaliser EDF, question d'Olivier, la France peut-elle prétendre à une plus grande souveraineté énergétique et dans quelle amplitude? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la souveraineté énergétique, surtout aujourd'hui avec la guerre en Ukraine et Poutine qui a quand même annoncé qu'il allait arrêter de nous fournir, hein, de fournir l'Europe et de fournir la France. Je crois même qu'il a arrêté déjà aujourd'hui et a fortiori l'hiver prochain. Donc la question alors la souveraineté énergétique en général et notre dépendance à ces énergies fossiles que de toute façon on ne produit pas en Europe. C'est-à-dire que même si on voulait relocaliser, voilà, on ne produit pas suffisamment, on ne produit pas de pétrole en Europe à quelques exceptions près, un peu en Norvège, mais donc de toute façon il n'y a pas d'autre choix que de sortir de ces énergies fossiles et effectivement de veiller à l'échelle européenne à une autonomie énergétique. Donc, alors là, il y a des débats. Hein. Vous savez que le Shift Project est un think tank qui compte dans ces scénarios sur l'énergie nucléaire pour apporter une part de la réponse, mais aussi les énergies renouvelables. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est le débat souvent un peu stérile entre énergie nucléaire et énergie renouvelable. Aujourd'hui, à court terme, en tout cas, il est un peu vain puisque on est condamné, le mot est peut-être inapproprié, mais on est condamné à essayer à la fois de tirer le meilleur parti des capacités nucléaires que l'on a aujourd'hui et en même temps de développer très massivement les énergies renouvelables dans notre pays. Les énergies renouvelables n'y suffiraient pas à elles seules pour compenser quoi. Non. Aujourd'hui, on a cette transition énergétique. J'ai dit qu'elle passait par une réduction massive de la consommation d'énergie, mais elle va se traduire par une consommation plus importante d'électricité, puisqu'on voit bien qu'il va y avoir un passage à l'électrification. On pense à la voiture, mais il y a d'autres usages comme ça où on va électrifier davantage. Donc, on ne va pas doubler la capacité d'électricité, mais on va devoir l'augmenter de 20-30%, ce qui est déjà considérable. Donc, on n'y arrivera pas
uniquement avec l'énergie nucléaire aujourd'hui et on n'y arrivera pas, a fortiori, uniquement avec le développement des énergies fossiles. On a besoin des deux et on a besoin en plus de réduire au maximum nos besoins de consommation d'énergie. C'est comme ça qu'on arrivera à supporter et à réaliser cette transition. Question de Philippe. Doit-on responsabiliser les collectivités territoriales sur leur production d'énergie non carbonée? Alors, elles le sont. Elles le sont d'autant plus que elles sont quasiment toutes obligées d'élaborer des plans climat. Les plans climat qui sont censés être à la fois des plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc plutôt de réduction de la consommation d'énergie, mais aussi dans lequel on trouve cette production d'énergie renouvelable. Et souvent, d'ailleurs, le problème de ces plans climat, c'est que les collectivités s'intéressent plus à la production d'énergie renouvelable qu'à la sobriété et la réduction des émissions. Parce que les énergies renouvelables, ça peut être potentiellement aussi des revenus pour la collectivité, c'est une activité économique supplémentaire sur le territoire. Donc oui, les collectivités sont très engagées sur la production d'énergie renouvelable. L'enjeu aujourd'hui, ça va être d'organiser un peu tout ça. Aujourd'hui, les choses sont pas ou peu organisées. Il y a des objectifs nationaux. On a responsabilisé les collectivités en commençant par les régions et l'ensemble des intercommunalités en leur disant il faut vous lancer dans la transition énergétique, mais tout ça manque de coordination. Les objectifs nationaux n'ont pas été déclinés régionalement et au niveau infrarégional. Du coup, on se retrouve avec un mouvement un peu désordonné où chacun fixe ses objectifs et la somme de tous les objectifs des territoires ne fait pas l'objectif national. Aujourd'hui, on a calculé qu'à l'horizon 2050, même en additionnant les objectifs, je ne parle pas des réalisations, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de tous les territoires de France, quand je dis les territoires, je pense aux intercommunalités, eh bien, on arrive à la moitié de l'objectif national. Donc, on voit bien qu'il y a un énorme besoin d'organisation du niveau national au niveau local. Voilà, on verra si le nouvel exécutif pourra, maintenant qu'il y a un ministre de la planification énergétique et un ministre de la planification écologique sur le territoire, on va voir si ça fait progresser les choses. Alors, une dernière question, nécessairement, je suis obligé de les sélectionner parce que je ne pourrai pas, on ne pourra pas tous les aborder. Le séminaire, enfin, le webinaire touche à sa fin. Les évolutions montrées sur les emplois orientent vers des solutions a priori plus coûteuses, cyclo-logistiques, on l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce que des solutions, est-ce que des aides sont prévues ou imaginées par le Shift pour accompagner ce changement? Alors, le Shift propose des trajectoires. Par exemple, sur la question du fret, je reprends l'exemple de la question, c'est la question du fret, la question de la livraison, du dernier kilomètre, la cyclo-logistique. Donc, aujourd'hui, on montre nos ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs au Shift qui calculent et qui disent que voilà, si on veut décarboner le fret, eh bien, ça passe notamment par la livraison du dernier kilomètre et par exemple la cyclo-logistique qui se développe quand même aujourd'hui en France, qui est aidée, je pense, par pas mal de collectivités locales. Je pense qu'il y a un certain nombre de travaux qui potentiellement devraient l'être davantage, surtout qu'elles devraient s'accompagner, parce qu'aujourd'hui les vélos, encore une fois, on a dit, ils étaient fabriqués et ils venaient d'Asie. Donc c'est toute la filière qu'il faut réorganiser. Le Shift propose des trajectoires crédibles, solides sur le plan scientifique. Il suggère des façons un peu d'engager la transformation, mais après, il appartient aux acteurs publics, il appartient aux acteurs privés, même de voir les modalités. Si on partage cette ambition, cette trajectoire, et bien après, comment on s'organise pour faire relocaliser des entreprises de fabrication de vélos. Évidemment, j'imagine que ça passe par des aides à l'installation, comme il en existe dans d'autres secteurs. Et on va avoir des secteurs qui vont
on a déjà des secteurs qui vont directement être impactés par cette décarbonation, des secteurs entiers du territoire français dont les activités économiques sont très dépendantes, ne serait-ce que l'automobile, qui vont prendre de plein fouet cette réduction des effectifs. Est-ce que c'est sur ce territoire-là qu'on va, comme on le fait souvent, faciliter, financer l'installation de nouvelles entreprises? Là aussi, il y a besoin de planification, il y a besoin d'une vision globale, nationale, régionale. Aujourd'hui, cette dimension coordination, planification manque encore. Elle est totalement indispensable si on veut arrêter de subir, quoi. Le message, c'est ça. C'est que si on ne veut pas subir, il faut s'engager résolument dans cette transformation et il faut planifier. Le mot planification est redevenu un mot à la mode. Il était un peu tombé en désuétude. Aujourd'hui, on sait bien que l'ampleur des transformations est telle que s'il n'y a pas une planification à moyen et long terme, on n'y arrivera pas. La gestion des crises permanentes et successives ne fait pas une transition, une transformation écologique ou énergétique. Laurent, un immense merci de nous avoir fait partager votre passion et votre engagement pour cette cause et nous inciter tous à shifter. Alors, si demain je veux devenir shifteuse ou shifter, qu'est-ce que je dois faire? Alors, vous pouvez vous rapprocher de l'association Les Shifters, qui organise, donc sur leur site, vous trouverez beaucoup d'informations, qui organise des réunions d'accueil des nouveaux membres. Vous découvrirez que près de chez vous, il y a des groupes locaux très actifs sur leur territoire, auprès de leurs collectivités, auprès de leurs entreprises. Vous trouverez toute une série d'offres d'engagement. Je crois qu'aujourd'hui, le succès des shifters, c'est l'envie d'engagement des citoyens, des citoyennes, d'être utiles. Et il se trouve que l'association Les Shifters est une association très dynamique qui offre beaucoup de possibilités comme ça, d'initiatives pour celles et ceux qui veulent s'engager. Donc, n'hésitez pas. Alors, à ceux qui se posent la question, est-ce qu'il y aura un replay? La réponse est oui. Replay sur le site de Valtus, bien évidemment. Replay également via LinkedIn et YouTube. Et puis, vous aurez aussi accès, puisque Laurent nous en a donné l'accord, au support de présentation qu'il a partagé avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Laurent. Merci à ceux qui ne le voient pas, à Sophie et à Kevin pour la logistique. À très bientôt pour un prochain webinaire Valtus. Au revoir. Merci, Valtus.